Bonjour, soyez les bienvenus dans Vous avez dit EFOP. EFOP pour emploi, formation et orientation professionnelle. Tout un système que nous allons essayer de décrypter, de vous faire comprendre. C'est l'objectif de cette nouvelle émission sur Demain TV. Une émission imaginée par Défi Métier, le Cariforef francilien, dont le directeur Bernard Barbier est à mes côtés. Bonjour Bernard. Bonjour Jonathan. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter Défi Métier et nous dire pourquoi cette émission aujourd'hui ? Oui, alors Défi Métier, c'est un Cariforef, le Cariforef d'Île-de-France. Carif, ça veut dire Centre d'animation et d'information de ressources sur la formation professionnelle. Et OREF veut dire Observatoire de la relation emploi-formation. Voilà. Et c'est un groupement d'intérêt public quadripartite, comme on dit. C'est-à-dire que la gouvernance, c'est à la fois l'État, la préfecture de région, bientôt la région académique, et puis le Conseil régional d'Île-de-France. Mais il y a aussi les partenaires sociaux et des acteurs de l'emploi-formation. Voilà. Donc vraiment tous ceux qui font de l'emploi, de la formation et de l'orientation en Île-de-France. Alors nous sommes une aide à la décision, une aide à l'action, on travaille sur l'emploi, la formation, l'orientation professionnelle, mais nous faisons partie aussi d'un réseau, le réseau des Cariforef. Et donc pourquoi cette émission ? Alors cette émission, c'est simple et complexe, il s'agit de comprendre. On s'est aperçu que le champ emploi, formation, orientation est un peu difficile à comprendre, très étendu, et il nous semblait important d'essayer de faire comprendre plus simplement autant les acteurs, les systèmes, les fonctionnements, mais aussi les acronymes, on va le voir tout à l'heure, parce qu'il y en a beaucoup sur ce champ et tout le monde s'y perd. Merci Bernard. Premier numéro donc de Vous avez dit EFOP, au cours duquel nous avons décidé de nous intéresser à l'apprentissage. L'apprentissage qui, malgré la crise, a connu un boom en 2020. Est-ce donc un nouveau départ pour l'apprentissage après la mise en vigueur de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? On en parle tout à l'heure avec nos invités. Mais tout de suite, on démarre avec « Êtes-vous accro ?» Tiens, c'est une question que je vous pose, Bernard. Est-ce que vous êtes accro à quelque chose ? Non, j'ai quasi aucun défaut, donc... Tant mieux. En tout cas, lui, Mathieu Le Floch, il est accro aux acronymes. Et on le sait, ils sont nombreux dans le monde de l'orientation, emploi-formation. Bonjour Mathieu. Bonjour Jonathan. Alors vous, votre truc, ce sont les acronymes. Alors c'est pas commun, mais bon, c'est votre truc. Et ils sont ô combien nombreux, on le disait, dans le petit monde de l'orientation, emploi-formation, au point que c'est souvent difficile de s'y retrouver et de se rappeler leur signification. Alors, l'acronyme du jour, c'est quoi ? Alors on va s'intéresser à la DREETS. La DREETS, c'est la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. La DREETS a remplacé récemment les directs en avril d'accord, dernier. mais déjà, direct, c'est quoi, du coup ? Alors, la directs, c'était les directions régionales des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Alors, pourquoi décider de changer de nom ? Les nouvelles DREETS reprennent effectivement le rôle des directs, avec en plus de nouvelles compétences en matière de solidarité, de cohésion sociale, de formation et de certification. Donc c'est des rôles qui s'ajoutent et qui étaient jusqu'alors portés par les directions régionales de la cohésion sociale, les DRCS et précédemment la DRJSCS. Et le but, bien sûr, est de créer un interlocuteur unique pour toutes ces questions d'emploi et d'insertion et d'améliorer l'efficacité et la lisibilité de l'action publique. Alors du coup, ça va s'appeler DREETS partout, dans tous les territoires. On va appeler DREETS... Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'il y a une petite fantaisie francilienne, si je puis dire. Toujours qu'ils se différencient, les Parisiens, on va dire. Puisque la directe est remplacée par les DRIETS en Île-de-France et le I, c'est pour l'interdépartemental. Est-ce que c'est déjà plus simple pour vous ? Pas totalement, mais... Alors, il faut savoir, les services de l'État ont édité un très beau schéma pour résumer tout ça, que j'espère qu'on a pu voir. Qui montre du coup la simplicité de tous ces acronymes. Ok. Ben, merci beaucoup Mathieu. Vous reviendrez nous expliquer de nouveaux acronymes. Et tout de suite, le sujet du jour. L'apprentissage, le thème du jour. Et avant même d'accueillir nos invités, Bernard, quand on dit apprentissage, de quoi parle-t-on finalement ? Alors, le sujet du jour, c'est l'apprentissage. Eh bien, c'est un mot fort, mais on démarre par une confusion.
en fait. C'est-à-dire que dès qu'on parle apprentissage, en fait, on parle alternance. Le portail officiel s'appelle le portail de l'alternance. Et on définit l'alternance par ça peut permettre de se former à un métier, de s'intégrer plus facilement à la vie et la culture de l'entreprise. C'est un système de formation qui est fondé sur une phase pratique et une phase théorique qui alternent. Voilà. C'est une véritable passerelle pour l'emploi et l'insertion professionnelle. Voilà. Et l'alternance comprend 2 types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail entre un employeur et un salarié. Voilà. Ok, mais le mot en lui-même, concrètement, le mot d'apprentissage, ça veut dire quoi? Alors, justement, c'est une ambiguïté, ou en tout cas, c'est quelque chose de complexe, puisque l'apprentissage est à la fois au singulier d'abord un processus de transformation de nos activités, de nos connaissances, puisqu'on fait de l'apprentissage, on apprend. Et au pluriel, ce sont les apprentissages, ce sont les produits de ce processus, c'est les connaissances que l'on a, les nouveaux comportements pour des activités que l'on va avoir. On apprend quelque chose et on apprend pour faire quelque chose. Voilà. Mais l'apprentissage, maintenant, est devenu un dispositif qui est un dispositif à un niveau, on pourrait dire, politique. C'est une organisation d'activités de formation avec l'intention de faire apprendre quelque chose par un système pédagogique spécifique. Et la place de la personne dans tout ça? Nous sommes faits pour apprendre, en fait. Donc, en fait, l'apprentissage, c'est une partie de nous. Donc, c'est important à comprendre. Mais en même temps, il y a des confusions, puisque dans l'apprentissage, en tant que dispositif, il y a une opposition entre l'intellectuel, par exemple, et le manuel. C'est-à-dire, on est intellectuel ou on est manuel, et le manuel, il n'est pas intellectuel, ce qui est une bêtise. Un manuel est aussi intellectuel, et un intellectuel fait du manuel. Et en fait, il y a une opposition qui est bête, comme l'opposition théorique-pratique. On fait de la théorie, puis après, on fait une pratique pour appliquer. Ce qui est aussi une bêtise, puisqu'on sait que l'humain apprend d'abord par l'action et la relation aux autres. Donc en fait, on part du terrain de ce qu'on va faire pour en tirer quelque chose. Donc on voit que ce n'est pas aussi simple que ça que d'opposer les deux. Voilà. Et donc aujourd'hui, quels sont les enjeux finalement? Alors, les enjeux sont très importants parce que l'apprentissage est à la fois un dispositif, c'est une ingénierie de formation et en même temps une ingénierie pédagogique. C'est-à-dire qu'à la fois, on organise des choses autour de l'apprentissage et en même temps, ce sont des activités prises en main par des CFA, par exemple. Et en même temps, il y a tout un système pédagogique de la façon dont on peut mener l'apprentissage, c'est-à-dire d'accompagner la personne. Et donc, ce qui est important, c'est la place de la personne, du sujet, comme on dit, de son apprenance, son attitude dans l'apprentissage, qui va être un enjeu fondamental pour les années qui viennent. Et la révolution qui est en cours, bien entendu, avec les CFA, avec les OPCO, les branches, l'État, avec les régions, tout est impacté et tout est bousculé dans le monde de l'apprentissage en ce moment. Et vous parlez de révolution, et bien justement l'apprentissage, est-ce un nouveau départ pour cet apprentissage qui, malgré la crise, a connu un boom avec près de 526 000 contrats signés en 2020, dont 495 000 contrats signés dans le secteur privé, une année record en dépit de la crise. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il reste à faire? On en parle tout de suite avec nos invités, mais juste avant, on est allé vous demander votre avis sur le sujet. Regardez. J'ai été en apprentissage en 2017-2018, c'était très formateur. Je crois que c'est un bon tremplin vers l'emploi puisque moi on m'a proposé un emploi à la suite de cet apprentissage. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'apprentissage. Avant on considérait que les enfants qui faisaient de l'apprentissage c'était des nuls, quoi. Donc c'était un petit peu discriminant. Mais je suis pour à 100%. C'est une voie très dévalorisée en France. Aussi bien en termes de perception du public que des moyens qu'on y met également. Moi du coup je vais faire déjà en septembre un contrat d'apprentissage. Voilà, je cherche d'ailleurs, si vous connaissez, je cherche dans la vente. Je pense que ça se développe assez, mais peut-être qu'on n'en parle pas assez au final. C'est peut-être ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de cursus en mode traditionnel et tout, genre général, qui vont aller dans des facs et tout, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Alors qu'en vrai, avec l'apprentissage, je pense que le truc qui est cool, c'est que ça te met direct vers ce que tu voudras faire plus tard, quoi. Moi, j'aime bien parce qu'on gagne de l'argent. Ça, c'est cool.
on gagne de l'argent et ça permet d'entrer dans le monde professionnel plus tôt. On se rend compte que c'est compliqué avec les dites grandes écoles et tout ça, et que des gens réussissent sans forcément passer par ces grandes écoles. Je ne sais pas dans quelle mesure ça doit se développer, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de formations supérieures, type Bac+5, qui font de l'apprentissage. Je ne suis pas certain que ce soit ceux qui soient le plus concernés par le problème du chômage et de la difficulté d'insertion sur le marché du travail. Moi je pense qu'on est sur une série qui va, pas à terme disparaître, mais qui est en train d'être discréditée. On lui retire de plus en plus de moyens. C'est dur de trouver un contrat d'alternance quand même. Hein. Parce que les gens, ils n'ont pas les budgets. Et pourtant, Dieu sait que nous avons besoin d'artisans, de métiers essentiels, comme on l'a si bien vu pendant le confinement. Moi, je pense que pour les enfants qui sont en difficulté, l'apprentissage, c'est quelque chose de parfait, effectivement. Oui, moi je suis pour à 100%. Du coup, voilà, c'est cool, faites de l'apprentissage. Et merci à Gabriel Barbier qui a aidé à recueillir ces témoignages. Des témoignages avec des avis divers et variés sur l'apprentissage et on le voit, quelques a priori qui persistent malgré cet élan qui a voulu être donné avec la loi Avenir Professionnel. On en parle tout de suite et on accueille nos invités. Marilus Rouxel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice déléguée à la formation à la Croix-Rouge. En face de vous, Christophe Serroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes référent apprentissage à la Driette Île-de-France. Et enfin, à vos côtés, Pascal Picot, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président national de la FNADIR. La FNADIR, on le rappelle, Fédération nationale des directrices et directeurs de centres de formation d'apprentis. près de 526 000 contrats signés en 2020. Un boom que l'apprentissage n'avait pas connu depuis longtemps, même s'il y a tout de même quelques zones d'ombre au tableau. On le verra tout à l'heure. Christophe Serroux, ce boom, justement, le doit-on aux aides à l'embauche du gouvernement ? On le doit alors notamment au soutien financier, donc l'aide financière aux entreprises. Effectivement, c'est un levier important puisque c'est 5 000 € pour un apprenti mineur, 8 000 € pour un apprenti majeur. Donc ça a permis de soutenir effectivement l'apprentissage durant la crise sanitaire, mais pas que, puisque c'est un boom historique, c'est-à-dire que jamais dans l'histoire de l'apprentissage en France, on avait connu un nombre important de contrats d'apprentissage. Donc c'est bien aussi les effets de la réforme issue de la loi du 5 septembre 2018 qui a proposé des leviers de développement de l'offre d'apprentissage. Alors, ce n'est pas la première réforme. En 30 ans, l'apprentissage en a connu de nombreuses pour essayer d'en étendre l'usage et de rendre ce mode de formation plus attractif auprès des jeunes et des entreprises. Aussi, on peut se demander pourquoi l'État s'y intéresse autant et investit autant dans ce mode de formation. On a posé la question à Béatrice Pardini, responsable de l'Observatoire régional de l'emploi-formation à Défi Métiers. Si les pouvoirs publics ont suivi cette ligne depuis des décennies, c'est parce que l'apprentissage a fait ses preuves. En fait, il permet aux jeunes à la fois d'avoir une expérience de terrain en entreprise et d'en découvrir les codes. Il permet en plus de pouvoir éprouver et tester les connaissances qui sont transmises au sein des organismes de formation. Et il permet en plus d'avoir une transmission complémentaire par les salariés de l'entreprise. Donc c'est vraiment gagnant pour le jeune apprenti. Et c'est d'ailleurs pour toutes ces raisons, mais pas uniquement pour ces raisons, mais en tout cas en partie, que finalement l'insertion à court terme des jeunes apprentis, quand on regarde à des niveaux des spécialités et des niveaux de formation équivalents, on se rend compte que leur taux d'insertion à court terme est meilleur que ceux des jeunes sortis de la voie scolaire. L'apprentissage qui permet notamment à court terme un meilleur taux d'insertion comparativement à la voie scolaire classique, nous dit Béatrice. La loi Avenir Professionnel a quant à elle conduit à une libéralisation du marché. C'est une nouvelle opportunité pour beaucoup de CFA. Quel retour avez-vous de vos adhérents, vous, Pascal Picot ? Effectivement, la libéralisation a permis un accroissement indéniable et surtout d'aller de façon beaucoup plus agile vers les entreprises, vers les besoins des entreprises, dans les territoires, dans les secteurs où on est en tension. Alors effectivement, l'apprentissage répond bien à ce besoin d'insertion, ce besoin de développement. Mais n'oublions pas que l'apprentissage, et je tiens à le dire dès maintenant, ce n'est pas que de l'insertion professionnelle. C'est aussi une dimension d'éducation, de promotion des personnes. N'oublions pas que le premier article du Code du travail qui fonde l'apprentissage, c'est l'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation, virgule, et à l'insertion professionnelle depuis 2018. Mais ça, c'est important, c'est la voie de l'apprentissage, le choix par un jeune, c'est de continuer sa formation,
qui va le former, qui va le développer, qui va faire sa promotion. Et puis au bout du compte, les entreprises ont tout intérêt à miser sur le développement et la formation globale des individus, puisque dans 30 ans, dans 20 ans, il va falloir que ces personnes peut-être soient mobiles et une deuxième carrière. Donc on fait bien un acte d'éducation aussi dans l'apprentissage. Je vous voyais d'ailleurs un petit peu réagir pendant le micro-trottoir, non ? Il y a certains témoignages qui vous ont un petit peu percuté. Parce qu'on n'a parlé que d'insertion professionnelle, mais quelque part, tant mieux si les jeunes viennent et une jeune fille a dit, la jeune femme a dit, on gagne de l'argent, mais tant mieux, mais c'est ça la structure de l'apprentissage. C'est aussi rentrer dans un cadre structurant qui donne beaucoup de devoirs, celui d'un salarié, d'un professionnel, et puis qui donne aussi les droits, c'est de se former et d'être dans une filière qui permet d'aller aujourd'hui du CAP au master avec une prise en charge des études. Non pas une gratuité, parce que ce n'est pas gratuit, peut-être on en parlera, mais une prise en charge des études dans un système qui doit aujourd'hui se trouver, effectivement, avec la loi de 2018. Peut-être on en reparlera, mais voilà, j'ai les devoirs d'un salarié et j'ai les droits d'un étudiant. Une opportunité, on le disait pour beaucoup de CFA, on parle d'opportunité. Marie-Luce Rouxel, est-ce que justement c'est parce que la Croix-Rouge a vu une opportunité dans cette nouvelle loi qu'elle s'est lancée dans la création de son propre CFA en juin 2020 ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire ? Oui, en fait, alors déjà, je pense qu'il est important que je vous repose un peu ce que c'est que la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est une première ONG de France avec une activité bénévole auprès des personnes les plus démunies via de l'action sociale, via de la formation, par exemple en français en langues étrangères, mais aussi au travers de formations gestes qui sauvent à destination des publics, du grand public. Et puis, c'est aussi 600 établissements, la Croix-Rouge française, 600 établissements répartis en 6 filières, une filière enfance-famille, une filière lutte contre les exclusions, une filière personnes âgées, domicile, une filière personnes en situation de handicap, une filière sanitaire et une filière formation. La formation a toujours été dans l'ADN de la Croix-Rouge, puisque la Croix-Rouge est l'organisme qui a créé, par exemple, les premières écoles d'infirmières. Elles sont nées à la Croix-Rouge, les écoles d'ambulanciers sont nées à la Croix-Rouge. Et c'est vrai que quand la loi nous a permis de pouvoir ouvrir notre CFA, eh bien, nous avons tout de suite souhaité y aller. Alors, on a souhaité y aller pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'on était unité de formation en apprentissage. Il faut savoir qu'on forme 18 000 apprenants par an dans 24 métiers du sanitaire et du social. Et on avait déjà démarré l'apprentissage. Et quand la loi est passée, on s'est dit, mais là, il faut qu'on y aille parce que, en fait, l'apprentissage, ouvrir notre CFA, pour nous, c'était de répondre à une double stratégie de la Croix-Rouge en faveur des jeunes et en faveur de l'insertion professionnelle et notamment de la formation dans des métiers en tension. Et qu'est-ce qui faisait dans cette loi que vous pouviez ouvrir votre CFA maintenant et que vous n'auriez pas pu le faire avant ? Eh bien, en fait, avant, l'ouverture d'un CFA était à la main des conseils régionaux. Et c'est vrai que les conseils régionaux avaient ouvert la porte à des CFA régionaux du sanitaire et social, mais ne souhaitaient pas, à part dans une région, puisque c'était le cas en Occitanie pour nous, permettre à des organisations, on va dire, puisque la Croix-Rouge, ce n'est pas une entreprise, c'est une association, d'ouvrir son CFA. Et nous, l'objectif, c'était vraiment d'accélérer parce que nous croyons fondamentalement à cette voie d'accès au diplôme. C'est pour nous un véritable levier. On est persuadé qu'aujourd'hui, la crise sanitaire dans laquelle nous sommes aurait été différemment gérée si nous avions eu des apprentis dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. À la rentrée de septembre 2020, ce sont près de 100 apprentis qui ont intégré le centre de formation en apprentissage de la Croix-Rouge. Et vous dites que près de 100% des étudiants trouvent un emploi en CDI moins de 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Tout à fait. Alors déjà, nous formons à des métiers où il y a de l'emploi. On a essentiellement des métiers en tension. Et en effet, tous nos apprentis ont trouvé un emploi et sont même pour la plupart restés dans leur établissement d'accueil où ils ont poursuivi avec un contrat de travail classique, on va dire, au sein des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Avec quand même un axe fort qui reste dans la formation des aides-soignants, qui est particulièrement impacté en France. On manque énormément d'aides-soignants. Et c'est vrai que la voie de l'apprentissage est vraiment un moyen aussi pour les établissements de pouvoir intégrer des gens, de les accompagner, de les fidéliser pour
pour permettre de remédier à ces problématiques d'emploi. On le voit, la loi Avenir professionnel a donc eu des effets notables sur l'apprentissage. Est-ce le cas de toutes les réformes qu'a subies le domaine depuis 30 ans ? Là encore, Béatrice Pardini nous éclaire sur la question. Les effets sont vraiment nettement visibles, notamment ceux de la loi qui date maintenant de 25 ans et qui a permis d'étendre l'accès de l'apprentissage au niveau supérieur au CAP. Donc, depuis 1997, le nombre d'apprentis a été multiplié par 2. Mais quand on regarde la structure, en 1997, les CAP représentaient 70% des contrats, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus que 20%. Aujourd'hui, on est sur des effectifs qui sont surtout en Bac+5. Et quand on regarde plus généralement, finalement, les post-Bac représentent les 2/3 des effectifs d'apprentis en première année. Donc, au final, pendant cette période, c'est surtout les spécialités des services qui se sont développées en apprentissage et ça s'est traduit par une féminisation des effectifs d'apprentis. C'est donc le domaine des services qui a surtout bénéficié des réformes de l'apprentissage au fil des ans, nous dit Béatrice. Et les formations Bac+5 et plus qui arrivent en tête, on est finalement assez loin de l'époque où l'apprentissage était presque automatiquement synonyme de CAP, Christophe Siroux. Là, on est vraiment sur des niveaux beaucoup plus supérieurs. Donc c'est vrai qu'il y a le poids de l'enseignement supérieur qui tire un peu vers le haut la hausse du nombre de contrats d'apprentissage. Je dirais que l'aspect positif, ça signifie que l'apprentissage est une formation initiale professionnelle attractive, puisque donc elle intéresse des étudiants du supérieur, post-bac. Donc c'est plutôt un message positif, en tout cas à l'adresse des familles et des étudiants, puisqu'ils choisissent cette voie de formation initiale professionnelle. Donc ce n'est pas qu'un aspect négatif. Et cette année un peu particulière, puisque les aides financières dans le cadre du plan France Relance a été ouverte à l'ensemble des entreprises et des niveaux de formation. Mais c'est vrai qu'on soutient, on va dire traditionnellement, les formations bac, infra-bac, qui restent quand même un levier important, une offre pour ces jeunes de poursuivre une formation et également d'obtenir un diplôme et une insertion professionnelle plus forte qu'une formation scolaire de type classique pour des profils qui peuvent donc être différents d'un public scolaire traditionnel. Pascal Picot, est-ce qu'on ne favorise pas un peu trop, là, finalement, on ne détourne pas un petit peu l'apprentissage et on favorise des formations qui bénéficient déjà de coups de projecteur assez importants ? Je repars d'un des témoignages du micro-trottoir où un jeune homme dit « Je ne suis pas persuadé que le développement dans l'apprentissage bénéficie à ceux qui n'auraient pas pu être dedans, quoi, en gros. Alors c'est pas facile cette histoire parce que on l'a tous voulu, cette belle vitrine qui permet de partir, je l'ai dit, du CAP, d'aller vers jusqu'au au master. C'est un modèle un peu franco-français. Quand on regarde, on prend souvent l'Allemagne en référence, vous regardez à partir de Bac+2 et à Bac+3, il y a un décrochage. C'est-à-dire que l'Allemagne a un choix d'apprentissage qui est essentiellement de l'adaptation à la fonction, de la professionnalisation. Nous, c'est pas notre modèle, c'est pas notre histoire d'apprentissage. Je crois que notre modèle, il est, et je le redis, dans une forme d'éducation au réel. C'est une pédagogie, c'est une forme d'apprentissage. Maintenant, c'est comment on rend ça pérenne. Parce qu'il y a un problème de financement. On se doute bien qu'une formation, plus elle monte dans le supérieur, plus vous avez effectivement des équipes qu'il faut financer, qu'il faut payer. C'est un peu plus cher. Il y a éventuellement des équipements en école d'ingénieur, par exemple, qui peuvent être très très chers. Et je pense que ça, c'est un défi qui est donné à l'État. Pour ce qui vient, c'est comment on arrive à maintenir effectivement cette possibilité d'ascenseur social, puisqu'on parle d'ascenseur social, qui doit, à mon avis, persister, en garantissant une soutenabilité financière de cette réforme de 2018. Est-ce que ce sera là dans les mois qui viennent ? Je ne suis pas sûr. Il y a quelques échéances qui arrivent, ça peut être un vrai sujet. Et nous, on espère qu'à la FNADIR, on fera tout pour que ce soit un sujet des élections qui s'annoncent, qui est la campagne qui est déjà en place. Je parle bien évidemment des présidentielles. Oui, bien sûr. Ça doit être un sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, vu qu'on a un transfert massif d'une génération, de plusieurs générations, dans le supérieur en apprentissage, il ne faut pas réfléchir aussi à la dotation qui devrait peut-être suivre ? Christophe Serroux ?
Ah oui, vous êtes à côté, profitez-en pour... Alors après, moi, les éléments d'arbitrage financier, évidemment, ne m'appartiennent pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a donc des financements pour l'ensemble de l'offre de formation présente. Cette formation, elle est aussi adressée aux besoins des entreprises. Donc s'il y a des besoins à tous les niveaux, bac, infra-bac jusqu'au supérieur, pour l'instant, il me semble que c'est couvert, que ça n'empêche pas donc des jeunes de poursuivre ou de s'engager dans une formation par apprentissage dans un CFA et de trouver un contrat d'apprentissage si ça répond aux besoins de recrutement des acteurs économiques. Pour moi, ce n'est pas tant le sujet, c'est est-ce qu'on est sûr que ça ne vient pas capter des fonds pour les premiers niveaux de qualification ? Ça, c'est un sujet, il faut le vérifier, parce que là, le financement de l'apprentissage, il est global, qu'on soit dans le supérieur ou qu'on soit dans les premiers niveaux. J'allais dire que c'est le même système qui finance tout ça. Maintenant, je pense que vous avez raison, il y a, la loi permet ce qu'on appelle un reste à charge, une fois qu'on a mis les fonds publics, on va les appeler comme ça, de financer par l'entreprise en direct au CFA. C'est une voie, mais je ne pense pas que toutes les entreprises ont la capacité d'être dans le reste à charge. Quand on aura enlevé les aides, il faudra voir quand même, les aides vont courir jusqu'au 31 décembre de cette année. C'est un vrai sujet. Là, on est dans un temps un peu particulier. On est dans un temps de la pandémie, de la sortie, on soutient, et c'est très bien. Et chapeau à l'État, je pense qu'il a été à l'auteur sur toute la ligne dans la phase qu'on est en train de vivre et de sortir. Mais voilà, c'est quand même un vrai sujet si on veut le maintenir durablement. Oui, simplement à préciser que le développement qui a eu lieu, il est parti du terreau de la construction qu'en a fait les conseils régionaux. Je veux pas... Oui, la construction des coûts, oui. Et oui, c'est important quand même de dire qu'il y a un terreau fort qu'il y a eu par les conseils régionaux, parce qu'on a l'impression qu'ils sont complètement sortis du jeu, mais pas complètement, puisqu'ils peuvent être aussi financeurs des investissements qui sont faits. Et après, il y a l'investissement qu'a fait l'État par-dessus ça pour en donner une dimension supérieure. Mais il me semble, pour éviter qu'il y ait, je vais dire ça comme ça, quelques bêtises qui soient dites dans d'autres lieux, sur l'image de l'apprentissage, c'est important que du supérieur soit dans l'apprentissage, pour simplement que des dirigeants, par exemple, comme certains sortent du CAP, mais qui sortent aussi d'un master ou qui deviennent ingénieurs, et qui, sortant de l'apprentissage, le valorisent parce qu'ils y sont passés, et non pas pour ceux qui n'ont pas été brillants, comme je l'ai entendu à certains endroits. Donc le fait qu'il y ait un développement du supérieur, c'est peut-être pas complètement stupide, et c'est même très intéressant, mais ça va prendre un peu plus de temps. Et je suis d'accord avec vous, je considère que c'est l'un des meilleurs moyens de la formation professionnelle que d'être en situation de travail réel, et donc l'investissement doit être massif et presque encore plus important et plus structuré de ce qui existe, il me semble. Tout à fait, oui, bien sûr. Non, mais si on veut former à l'inclusion, c'est les futurs patrons qui doivent être formés à l'inclusion. C'est ça. On est tout à fait d'accord. Surtout qu'on le voyait d'ailleurs dans le micro-trottoir, il y a encore une image qui persiste chez beaucoup de personnes de cet apprentissage lié seulement à des métiers ou manuels ou des voies de garage pour certains étudiants, certains jeunes. Donc il y a encore quand même beaucoup de travail sur le supérieur aussi à faire. Et donc si la loi Avenir Professionnel a permis de donner une nouvelle dynamique à l'apprentissage avec des chiffres records, reste tout de même, on le voit, quelques zones d'ombre au tableau. On a d'ailleurs demandé à Ito Moussé, chargé d'études à l'Observatoire régional de la formation et de l'emploi à défi métiers, quels étaient encore ces freins au développement de l'apprentissage ? Alors il existe encore de nombreux freins au développement de l'apprentissage, même si on a vu cette année un nombre très important de contrats signés en apprentissage, une vraie augmentation. Donc au niveau des jeunes, le premier frein, c'est l'orientation professionnelle, en particulier pour les jeunes de CAP et Bac Pro. Et puis bien sûr, la difficulté majeure pour tous les jeunes, c'est de trouver une entreprise. C'est compliqué pour les plus jeunes, pour ceux qui ont un réseau, un entourage, un réseau professionnel pas forcément très développé, et puis aussi les jeunes qui sont issus de quartiers défavorisés, dont on sait que parfois les CV, les candidatures sont écartées d'office par les employeurs. Du côté des employeurs, à l'inverse, eux, les difficultés qu'ils peuvent avoir, c'est la conjoncture économique, ça va être aussi l'instabilité réglementaire, et puis parfois, ça peut être l'âge des candidats. C'est vrai que des jeunes de 15 ans, 16 ans n'ont pas forcément les codes de la vie professionnelle, et que ça peut créer parfois des incompréhensions entre les jeunes et les employeurs.
Et puis un dernier frein qui existe, c'est le manque de connaissances entre les entreprises et les organismes de formation d'un territoire ou d'un domaine spécifique. Et en fait, c'est vrai que l'apprentissage, c'est une voie de formation qui est basée sur la confiance. Et donc, c'est important qu'il y ait un lien qui soit tissé entre les différents acteurs du système et un lien qui soit maintenu vivant, justement, pour pouvoir développer au mieux l'apprentissage. Trouver une entreprise, une des difficultés majeures pour les jeunes souhaitant entrer en apprentissage, nous dit Ito. Une jeune fille tout à l'heure nous disait dans le micro-trottoir avoir du mal à trouver un employeur dans le secteur du commerce pour la rentrée. Et ce n'est pas étonnant si l'on s'en réfère à une étude de la FNADIR, justement, Pascal Picot, où vous mettez en lumière ces secteurs où les CFA ont rencontré des difficultés à placer leurs apprentis en 2020. On le voit sur le schéma, par exemple, que c'est très difficile dans l'hôtellerie-restauration, l'industrie ou bien encore le commerce. On le disait, comment on l'explique ? L'industrie hôtellerie-restauration, vous aurez compris que le temps qu'on a vécu, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. mais je salue quand même la responsabilité de ces employeurs qui ont maintenu, parce qu'elles ont pu le faire, bien évidemment. Encore une fois, l'État était très présent et tant mieux. Mais voilà, il y a des métiers historiquement en tension qui souffrent peut-être aussi, là encore, d'un déficit d'image, au-delà de l'apprentissage. Aujourd'hui, on prend souvent l'exemple, mais il est assez parlant, trouver un bon chaudronnier, c'est très très compliqué, alors que c'est un métier passionnant. Enfin, je veux dire, quand on apprend la chaudronnerie, on apprend les mathématiques, on apprend la physique, on apprend le climatique, on apprend plein de choses. C'est peut-être son nom qu'il faut faire évoluer. Bah peut-être, ouais, c'est peut-être ça. Je prends l'image volontairement. Peut-être que génie climatique, ça part mieux déjà. C'est tout de suite mieux. Mais moi, je pense qu'il y a ça. Il y a des métiers qui sont aussi peut-être un déficit de peut-être des branches, des professionnels qui ont du mal à vendre l'image effectivement de leur métier. Ça, c'est et je pense que là, il faut les accompagner. Nous, les CFA, on fait souvent, on essaie de démocratiser un peu quels sont les métiers, on essaie un peu d'expliquer la réalité des choses, on est très partenaire avec les entreprises. Justement, par exemple, Marie-Luce, vous qui êtes à la tête d'un CFA, comment vous communiquez, comment vous allez à destination des jeunes ? C'est quoi la stratégie ? Alors, nous, la problématique, elle est un petit peu inverse parce que, en effet, notre difficulté, c'est de trouver des jeunes qui vont rentrer dans les établissements, enfin, qui vont être placés en apprentissage dans les établissements. On a beaucoup d'offres, mais en revanche, on a peu de jeunes. Voilà. Alors, nous, on est confrontés à un double problème. L'apprentissage est très récent, en fait, dans le sanitaire social et médico-social. Il y en avait très, très peu jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'il y a une méconnaissance et des établissements qui ne savent pas tellement bien comment faire, en fait, pour accueillir, ne serait-ce qu'un jeune en apprentissage, parce qu'ils avaient cette culture de la formation alternée où, depuis toujours, la formation paramédicale, vous avez des temps en centre de formation et des temps en stage, et ils confondent stage et apprentissage. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc nous, on met en place beaucoup d'actions pour sensibiliser les entreprises, pour leur faire comprendre, pour les accompagner. Alors ça passe par quoi ? Vous allez directement à leur contact ? Alors tout à fait. Nous, on signe déjà des contrats nationaux avec des grands groupes. On organise beaucoup de job dating. On les fait venir dans nos centres de formation. On leur permet de rencontrer des professionnels et surtout des gens qui se sont formés par la voie de l'apprentissage et qui finalement aujourd'hui sont, j'oserais dire, meilleurs que ceux qui se sont formés par la voie classique. Et puis pour les jeunes, c'est vrai qu'on a également un certain nombre d'actions que l'on mène auprès des lycées, auprès des collèges, avec les missions locales. Pareil, beaucoup de journées portes ouvertes où on permet de découvrir de l'apprentissage, également des vidéos sur les métiers, parce qu'il faut aussi redorer l'image de ces métiers et l'image de l'apprentissage. Si je peux me permettre, effectivement, alors on a Défi Métier, il y a un rôle aussi sur la promotion de l'apprentissage. C'est une des voies qu'a gardé la région, enfin des responsabilités qu'ont gardé des compétences du conseil régional. Je pense que là, on a un gros travail à faire, il faut tous s'y mettre. Là, il n'y a plus d'histoire de qui doit faire quoi, mais je pense que Défi Métier fait un travail remarquable, mais voilà, il y a un besoin de démocratiser, de rendre pédagogique aussi l'explication des métiers, peut-être trouver les outils un peu plus parlants, un peu plus dynamiques sur ce que c'est un métier, de comment on le pratique, de quelles sont les compétences. Et puis surtout, je pense que c'est important, ne pas oublier la question de la filière. Parce qu'un jeune, aujourd'hui, quand il rentre, et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, et il faut qu'on le marie dans l'apprentissage, sur les besoins de l'entreprise. Un jeune qui prend goût aux études, qui reprend goût, j'ai envie de dire, ou qui prend goût, tout simplement, aux études via l'apprentissage, il ne faut surtout pas lui barrer le chemin de la promotion.
Et ça, c'est un défi parce que c'est vrai qu'une entreprise qui recrute, elle a besoin un instant T d'une compétence, elle va passer par l'apprentissage et son jeune va lui dire « Ah bah moi j'ai pris goût en fait, c'est assez sympa la façon d'apprendre en apprentissage, je vais continuer. » J'aimerais bien continuer, aller plus loin, et c'est pas toujours possible. Exactement, mais c'est l'enjeu d'un pays quand même que d'assurer, je reviens sur ma promotion et sur mon éducation, et l'apprentissage doit jouer ce rôle-là aussi. Oui, parce qu'au vu du schéma qu'on a vu par exemple, on se dit que ce boom de l'apprentissage, il profite surtout aux plus diplômés finalement. Je ne sais pas si je pourrais dire plus diplômé, je ne suis pas sûr que ce soit Mais quand on regarde les secteurs, on en a sur les secteurs qui ont le plus facilement réussi à entrer des jeunes en apprentissage, ce sont des secteurs où il y a beaucoup de... Plus diplômés, je ne sais pas, je dirais des jeunes qui arrivent peut-être avec des réseaux familiaux, on sait comment ça marche, effectivement, quand on cherche, il faut faire un peu feu de tout bois. Si vous avez un réseau familial, si vous avez une culture un petit peu, effectivement... de l'entrepreneuriat éventuellement ou du professionnel dans la famille, ça va. Mais malheureusement, ça, c'est pas que dans l'apprentissage. C'est pas que dans l'apprentissage. C'est pas d'aujourd'hui. Bah oui. C'est quand même un des fondamentaux qui a fait la loi de 2004 déjà, avec le DIF, c'était justement de faire en sorte que ce soit ceux-là qui en bénéficient, que ce ne soit pas ceux qui ont un réseau professionnel. Mais on s'aperçoit en même temps que les recrutements sont faits d'abord par ceux qui ont des réseaux. Ben, c'est ça. Mais après, je trouve qu'il y a des beaux dispositifs qui ont été mis en place. Enfin, alors moi, je vais parler vraiment du sanitaire et social. Le Co-Santé a lancé des préparations opérationnelles à l'emploi collectif vers justement la formation d'aides-soignants en apprentissage, ce qui était très novateur dans le secteur, il faut dire ce qui est, et qui nous a quand même permis d'alimenter en fait les CFA d'apprentis. Parce que c'est vrai que ça leur a permis vraiment d'acquérir la culture, d'acquérir les connaissances de base qui permettent d'intégrer un cursus en apprentissage. Et ça, je trouvais que ces pré-apprentissages sont vraiment, ou ces prépa-apprentissages, sont vraiment intéressantes et doivent être valorisées et poussées pour qu'on puisse justement aller dans cette dynamique. Est-ce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui des prépa-apprentissages comme ça? Est-ce que c'est assez commun, Christophe? Pardon, je voulais dire Pascal. Mais Christophe, vous pourrez peut-être que Christophe... Officiellement sur les chiffres du prépa, peut-être que vous avez des chiffres plus à jour que les miens. Alors, je n'ai pas les chiffres en mémoire, mais en tout cas, les prépas apprentissages sont présentes en Ile-de-France sur tous les secteurs, dans tous les départements. C'est une vraie offre d'accompagnement pour des jeunes qui sont plus ou moins éloignés de l'entreprise ou d'une formation. Et le taux quand même de sortie, de réussite, est quand même plutôt performant, puisqu'on est sur un jeune sur deux, je crois, qui trouve une sortie dite positive après être passé par une prépa apprentissage. Par une prépa apprentissage. Mais peut-être la loi de 2018 a remis ça aussi dans les missions des CFA aujourd'hui, et on le faisait, on n'a pas attendu 2018 pour le faire, bien évidemment on le faisait et bien depuis un bon bout de temps, parce qu'il y a ça aussi dans l'apprentissage, il ne faut pas oublier la dimension globale, l'approche globale d'un jeune, la notion de parcours, et ça c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN des CFA. Aujourd'hui, l'accompagner dans sa recherche d'emploi, dans sa recherche de contrat d'apprentissage, on l'a tous intégré, ça en fait partie. La loi de 2018, elle est passée par là, elle nous permet de l'accueillir pendant 3 mois. Je ne parle pas des 6 mois pendant ça c'était exceptionnel, c'était adapté à la crise, mais inscrit dans la loi en dur, c'est on peut accueillir un jeune pendant 3 mois sans un contrat. Mais ça, je trouve que c'est une belle avancée. L'autre belle avancée, si on en profite, c'est aussi, il peut décrocher, il a le droit de perdre son emploi, on a le droit que ça se passe mal avec son employeur, c'est la vie de nous tous ici, et on peut le maintenir pendant 6 mois. Donc là, si vous vouliez voir un effet de la loi de 2018 qui nous aide quand même dans l'insertion, dans l'accompagnement global du jeune, ça, c'est un exemple concret. Ça, c'est concret, et moi, je pense que ça a changé beaucoup de choses. Est-ce que ce qu'on a vécu pendant la crise, avec les 6 mois, par exemple, ou d'autres systèmes, l'investissement fort, etc., est-ce que ce ne serait pas le normal? Ah bah si, totalement d'accord. Est-ce qu'il ne faudrait pas que, justement, l'investissement fort, ça serait celui-là, et non pas, justement, une exceptionnalité? Tout à fait. Alors, moi, je suis totalement d'accord. Après, ce qu'il faut, c'est mettre en place les systèmes qui font qu'on est bien dans le... Alors, pas tous dans le même métier, mais dans la même vision de ce qu'est accompagné éducativement et quels sont nos marqueurs de réussite. Oui. On parlait de l'accès au supérieur. Moi, je pense, alors je le dis, une forme de clause sociale dans le supérieur autour d'un indicateur qui, maintenant, on connaît tous, qui est le QPV, quartier prioritaire politique de la ville. Ce serait peut-être un sujet. Moi, alors j'ai un CFA, je dirige un CFA aussi. J'ai 50% dans mes promotions de master qui sont issus des quartiers
prioritaire politique de la ville. J'en suis très fier, je vais vous dire franchement. Alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais il y a peut-être un sujet quand même autour de ça. Ceux qui n'y ont pas accès, enfin, on fait quelque chose pour qu'ils y aient accès. Pour favoriser cet accès envers ces jeunes parfois en difficulté. Pour revenir à la hausse des contrats, ce boom, est-ce que ça ne s'explique pas aussi par un report des contrats de professionnalisation vers des contrats d'apprentissage plus avantageux pour les organismes de formation? Christophe Serroux, vous en pensez quoi? Je crois qu'on manque un peu de recul statistique pour confirmer cette tendance, puisque les deux contrats sont quand même très différents. Je rappelle que le contrat pro vise un public différent du contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, c'est une formation initiale professionnelle, ce que n'est pas le contrat de professionnalisation. Donc pour moi, les deux contrats, même s'ils sont convergents, visent un autre public et d'autres objectifs. Donc les chiffres de report du contrat de professionnalisation vers le contrat d'apprentissage, je pense qu'on manque de recul pour l'analyser dans le temps, au-delà de cette année qui est un peu exceptionnelle, avec des soutiens financiers exceptionnels. Je ne pourrais pas trancher. On n'a pas l'air d'accord. Non, c'est pas que je suis pas d'accord. C'est qu'on a quand même un chiffre qui circule une fois qu'on a retiré le vase communicant de CPRO à contrat d'apprentissage. On reste entre 10 à 12% de développement pur des contrats d'apprentissage. Mais c'est déjà énorme, 10 à 12% de développement pur de contrats d'apprentissage, c'est énorme. Faut un chiffre d'augmentation comme ça, significatif d'une rentrée à l'autre, on n'avait jamais vécu ça. Et puis, s'il y a un report entre le contrat de pro et le contrat d'apprentissage, c'est peut-être qu'aussi la formation professionnelle globale, elle est en train d'évoluer. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'au final, plus qu'une hausse, ce n'est pas une transformation du marché de l'apprentissage qui est en train de s'opérer aujourd'hui? Clairement, dès l'instant que vous libéralisez un secteur, forcément, il est en profond changement. Aujourd'hui, les marqueurs qui font qu'on fait bien de l'apprentissage ne sont plus tout à fait les mêmes. Alors, on en parlera peut-être. On a tous un référentiel commun, presque tous, qui s'appelle Calliope. De qualité. Je pense que vous avez prévu d'en parler. Tout à fait. Voilà. Ça n'existait pas non plus avant. C'était chaque conseil régional qui avait défini ce qu'était de faire de la qualité, qui était empreint de son territoire, ce qui était normal, j'allais dire. Là, aujourd'hui, on est tous sur un référentiel national. Une autre ombre au tableau par rapport à cette loi, c'est la diminution plus ou moins importante des aides allouées aux apprentis et aux CFA. Je crois d'ailleurs que les CFA sont assez remontés contre les OPCO en ce moment. Pascal Picot, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Mais parce que vous avez déjà pas mal échangé à ce sujet. Non, alors, on n'est pas remonté. C'est juste que faut voir un petit peu ce qui s'est passé. Eux aussi ont mis... Ça a été une révolution pour les OPCA qui sont devenus des OPCO. On leur a demandé de se marier ensemble sur des sujets, des fois, avec des secteurs qui étaient peut-être un peu éloignés les uns des autres. Donc tout ça, on est dans le monde du paritarisme. Il faut quand même marier des branches pour certaines qui ne se connaissaient pas. Il faut mettre en place les systèmes administratifs et les systèmes de gouvernance qui vont rendre opérable tout ça. Je crois que ça a mis plus de temps que ce qui était prévu, ce mariage. Donc déjà, on est parti avec un petit peu de retard à l'allumage sur l'opérationnel, qui est notre sujet à nous, les CFA. Il faut que ça tourne, il faut que les contrats soient enregistrés, soient financés. Maintenant, il faut que ça grandisse. Moi, je le dis avec les OPCO, et ils le savent, parce qu'on est en relation. Le vrai test grandeur nature, le grand oral, c'est la prochaine rentrée. Il faut que ça réussisse. Il faut que ça réussisse la prochaine rentrée. Et on a tous intérêt à ce que ça réussisse. Donc on va tous y mettre les moyens pour que ça réussisse. Mais pour moi, c'est le grand oral du financement de l'apprentissage, du système de financement de l'apprentissage, c'est la prochaine rentrée. Justement, parlant de la prochaine rentrée, quelle dynamique pour l'apprentissage à la rentrée, Christophe Serroux? À quoi peut-on s'attendre? On s'attend, j'espère, à un maintien de l'augmentation des contrats d'apprentissage, puisque les chiffres étaient bons en 2020. Je rappelle que l'aide exceptionnelle à l'apprentissage est maintenue jusqu'au 31 décembre 2021. Donc c'est bien un maintien de cette dynamique, voire peut-être à nouveau une hausse en 2021. En tout cas, tous les leviers pour les CFA, les jeunes, les entreprises sont présents. Il y a un alignement des planètes pour que la rentrée soit à nouveau exceptionnelle comme celle de l'année dernière. En tout cas, tout va dans ce sens. Est-ce que la situation en Ile-de-France, elle reflète celle de la France en général, ou est-ce qu'il y a quelques spécificités quand même ?
Alors elle confirme cette dynamique, puisqu'on est aussi par rapport à l'année dernière à plus de 40% d'augmentation du nombre de contrats d'apprentissage. Donc ça reflète bien la situation nationale. Avec bien sûr, on a le poids, on est la locomotive économique, donc on enregistre le nombre d'apprentis le plus important par rapport au territoire national. Donc on a effectivement cet effet région et région capitale qui embarque cette dynamique qui se confirme donc sur l'ensemble du territoire francilien. Du côté de la FNADIR, vos adhérents, ils l'appréhendent comment cette rentrée ? Bien, parce que de toute façon avec le temps qu'on vient de vivre, j'allais dire ça peut pas être pire, c'est ça ? J'espère. On ne sait jamais, franchement. Non, la question elle n'est pas tant, parce que notre métier on le fait depuis 50 ans, on va porter aussi là une référence, mais et on le fait bien. Non, je reviens sur la question des OPCO. J'ai donné des éléments d'explication de pourquoi on en était là. Il faut dire qu'en bout de chaîne, nous, on ne peut plus attendre. Il faut absolument que cette rentrée se passe bien, que les contrats, la signature, ça soit fluide, ce soit digitalisé comme ça nous est vendu aujourd'hui. Et il faut absolument que tout s'enchaîne. On a changé de modèle économique. Avant, on recevait une subvention, on l'a dépensée. On va faire simple. Là, il faut produire pour être payé. Nos courbes de trésorerie, c'est plus du tout les mêmes. Aujourd'hui, on est une entreprise, une business unit, pour parler jeune, qui doit fonctionner sur ses produits, sur de la production d'activités. Donc, il faut absolument que le système qui nous finance cette production d'activités soit au rendez-vous. Quand je dis la rentrée, c'est la rentrée entre septembre et, on va dire, mars, les 6 mois qui vont suivre derrière. Mais sinon, d'un point de vue des jeunes, il y a un peu de tassement du côté des jeunes quand même sur certains secteurs. Je sais pas si c'est ce que j'allais dire, Marie-Luce, vous observez dans votre... on explose. C'est ça. Mais là, donc vous, la rentrée, c'est grand soleil. Là, on est déjà à plus de 850 contrats signés et on vise 1600 contrats sur 2021-2022, puisque nous, on n'a pas que des rentrées en septembre, on a également des rentrées en janvier, des rentrées en février. Donc là, on est... avec quand même des difficultés, je rejoins sur les jeunes, l'attractivité des jeunes. Ben, moi, je pense que c'est ça aussi. Peut-être qu'on vit là un développement fort, massif. Est-ce qu'aujourd'hui, l'appareil formation-apprentissage, d'une manière générale, il suit l'envie des jeunes d'aller vers de l'apprentissage? Sans doute, tous les moyens y sont. On voit les développements, libéralisation, création de CFA beaucoup plus facile, ouverture de sections. Enfin, tout ça, on l'appelait de nos voeux avant 2018. C'est là, c'est en place. Maintenant, il y a... effectivement, il y a un repositionnement global. Moi, aujourd'hui, je suis un jeune, je me dis, est-ce que je vais dans une école d'ingénieur traditionnelle? Est-ce que je choisis la voie de l'apprentissage? On va retomber sur la question de, il faut que je trouve un contrat. Et plus on monte dans le sup et plus la recherche de contrat est un peu fine, on va dire ça comme ça. Non, la rentrée, on la sent bien. Globalement, on se dit, voilà, on est prêt. On a fait venir Madame la ministre du Travail à notre JNIE il y a un mois. Elle nous a assuré que tout se passerait bien. C'est vrai qu'on a un ministère, il faut avouer, là je l'ai dit, qui est au rendez-vous, qui est présent, qui a été là dans l'urgence, qui a été là et qui a vraiment envie que cette rentrée se passe bien. Donc quand je dis tout le monde y met du sien, il faut que tout le monde y mette du sien. Oui, Bernard, je vous voyais réagir pendant que Pascal parlait de cette rentrée. Je disais qu'il faut se dire que tout le système a été bousculé. En Ile-de-France, on passe de 145 CFA à plus de 600 organismes qui sont capables aujourd'hui de faire de l'apprentissage. Ça bouscule et comme vous le disiez, c'est un marché maintenant. De l'autre côté, vous avez les OPCO, mais dans les OPCO, ce sont les branches et qui ont pris une responsabilité sur les certifications et tout ce qu'il y a derrière. Donc tout est parti et effectivement, les OPCO ont eu du mal à se restructurer, réorganiser. C'est quasi un nouveau métier qui est en train de se mettre en place. Tout le système de la formation et tout le système de financement a bougé avec l'État qui reprend quelque chose et un engagement fort sur le sujet. Les régions qui modifient aussi leur façon d'appréhender. Enfin, et la qualité aussi, on en parlait, la certification qualité. Justement, quel impact ça a pour vous à la tête de CFA ? C'est fondamental. Voilà, la qualité. Alors, déjà, je trouve que nous devons faire de la qualité. Enfin, même au-delà de toute obligation, nous devons faire de la qualité et ça fait des années qu'on forme de façon la plus qualitative possible. Après, je trouve que c'est bien qu'on ait cette certification qui finalement liste un certain nombre de critères et nous met tous, on va dire, sur un même pied d'égalité pour juger de la qualité de nos formations.
Voilà. Après, je pense que vraiment, ce qui est important, on en parlait en amont, c'est de s'appuyer sur cette certification Calliope et pas sur d'autres évaluations de la formation qui parfois peuvent être basées que sur du ressenti. Et pas sur de l'acquisition de la compétence et des moyens qui sont mis en œuvre pour permettre à des jeunes d'acquérir les compétences. Est-ce que vos adhérents rencontrent des difficultés face à cette certification ? Bien sûr, parce qu'on arrive encore une fois dans un temps où on a été bousculé. Ça s'est fait assez rapidement. Assez rapidement, puis en période de pandémie. Et en plus, dans une période un peu compliquée. Où on avait tout le monde un peu éparpillé partout, comme l'a dit Marie-Luce, c'est une histoire d'équipe. C'est une histoire où il faut que toute l'équipe soit embarquée dans Calliope. C'est pas juste un bout de papier qu'on va répondre, 32 critères, hop, là j'ai tout coché, tout va bien. Oui, parce qu'on le rappelle, il y a 32 critères à remplir et à valider pour avoir cette certification. Et nous, dans l'apprentissage, on a toute la fusée, quoi. En fait, ça se décale, mais nous, on a tout pris. Bon, ce qui est sans doute normal, et puis c'est très bien, on l'assume. Ce qui est compliqué, c'est la gestion du changement. C'est comme tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses un peu nouvelles. Par exemple, repérer un dysfonctionnement, une réclamation, pouvoir la flécher, pouvoir la tracer, pouvoir y répondre et montrer qu'on y a répondu. Et ça, il faut que ce soit opposable. C'est un petit peu nouveau jusqu'à maintenant. Nous, on était dans le rapport à l'humain, on faisait tout, on réglait les réclamations. C'est pas qu'on le faisait pas. C'est juste que le fléché tel que Calliope le définit, c'est un peu une nouveauté quand même, faut le dire. Et là, c'est vrai qu'on a jusqu'au 31 décembre pour être certifié Calliope. On sort de pandémie, on a la réforme, on l'a dit effectivement, avec un nouveau système de financement qui bouscule aussi les équilibres, les écosystèmes des CFA. Une rentrée avec du pain sur la planche en tout cas. On vous souhaite bon courage à vous tous. Avant de se quitter, Coup de Pro. Coup de Pro, c'est notre coup de projecteur sur un professionnel du système orientation, emploi, formation. Et pour ce premier numéro, on a décidé de vous faire découvrir le métier de développeur de l'apprentissage avec Stanley Guérard. Bonjour, je suis Stanley Guérard, je suis chargé de mission apprentissage pour la Fondation FACE, Fondation Agir contre l'exclusion dans les Yvelines. Cette mission, elle s'inscrit en appui aux employeurs qui sont en recherche de candidats en alternance, en coordination avec les candidats et bien évidemment les centres de formation. C'est une mission qui est très variée et qui consiste à, d'une part, bien analyser et écouter le marché de l'emploi, en l'occurrence les besoins des employeurs. Une autre compétence, capacité nécessaire, c'est celle de bien comprendre et argumenter auprès des différents publics la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'alternance et les aides et modalités qui existent. Et d'autre part, je dirais qu'il s'agit d'être un bon animateur de réseau par rapport à tous les acteurs dont je vous parlais. C'est un métier d'accompagnateur, de facilitateur. Aujourd'hui, l'offre de formation est une bonne chose. Elle est prolifique, elle est extrêmement variée. En Ile-de-France, en France. Et les employeurs doivent être conseillés, accompagnés pour identifier les profils qu'ils voudraient recruter. Et quand je dis accompagner, je devrais même dire aussi conseiller et inciter parfois. Nous avons fait en 2020 une très bonne année en termes de contrats d'apprentissage signés, près de 500 000, ce qui est un record, 108 000 au niveau de l'Île-de-France. Et cela a été rendu possible grâce aux aides de l'État dans le cadre du plan Un jeune, une solution, du plan de relance. Je rappelle, 5 000 à 8 000 euros d'aide annuelle accordée par l'État aux employeurs pour le recrutement d'un contrat en alternance, qu'il soit d'apprentissage ou de professionnalisation. Merci Stanley Guérard pour nous avoir expliqué ce qu'était ce métier de développeur de l'apprentissage. Un dernier mot Bernard avant de se quitter. Oui, ce qui me semble important, c'est d'insister sur ce qui doit bouger,
c'est un système de relation entre les personnes. Relation, d'abord considérer que l'entreprise, ce n'est pas un machin, c'est des responsables d'entreprise, des managers qui sont des humains, et c'est à eux qu'il faut parler. Et les jeunes doivent être en relation avec d'autres humains qui sont dans l'entreprise. Et que souvent, on parle d'institution à institution, de système à système, et en fait, c'est un système de relations. Et dans l'apprentissage, il y a des relations aussi, par exemple, avec le maître d'apprentissage, qui est fondamental, par exemple. Parce que c'est là où on apprend des choses, c'est dans les relations, et c'est comme ça que l'apprentissage pourra évoluer, et non pas dans un système purement institutionnel. Merci Bernard, merci encore à tous d'avoir accepté de participer à ce premier numéro de Vous avez dit EFOP. Merci à Demain TV de nous avoir fait confiance. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver l'émission VOD sur le site internet de Demain TV, demain.fr, ainsi que sur la chaîne YouTube de Défi Métier. Bernard, on vous retrouve pour la prochaine émission. J'espère que vous aussi, vous serez au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.